Si je vous dis une entreprise qui manque parfois de moyens, de soutien, ou qui ne sait pas où aller chercher les informations, parce que d'évidence, je manque de temps. Si je vous dis une entreprise qui gère de front plusieurs activités, qu'elles soient factuelles, intellectuelles, qui fait appel à mon pouvoir de prise de décision et à ma capacité d'anticipation. Et souvent, ce sont des dilemmes pour moi. Eh bien, si je vous dis tout ça, c'est pour décrire tout simplement le quotidien d'une entreprise artisanale. L'entreprise artisanale à la croisée des enjeux avec Yannick Février, notre chargé de mission à la CAPEB Pays de la Loire. C'est avec vous, Yannick, que nous allons décrypter effectivement ce quotidien permanent que je viens de lancer un petit peu sur ces entreprises artisanales et vous allez nous en parler. L'entreprise artisanale à la croisée des enjeux, c'est à vous, Yannick Février. Merci Valérie. Alors, justement, voilà. À la CAPEB, le CAPEB, je me permets de rapidement présenter, syndicat des entreprises artisanales du bâtiment. C'est un syndicat professionnel qui a pour mission de représenter, valoriser, défendre les entreprises et de les accompagner dans leur évolution technique, réglementaire. Concrètement, moi je suis à la CAPEB des Pays de la Loire, l'Union régionale, et je suis plus en charge de mission de valorisation au terme du patrimoine, développement durable, économie d'énergie, et un peu de numérique. Alors, l'entreprise artisanale, je décline tout simplement les mots du titre. Qu'est-ce qu'une entreprise artisanale? Et en quoi peut-elle être agile, mais aussi fragile? Eh bien, il y a une définition officielle, c'est une entreprise qui est inscrite au répertoire des métiers. C'est une entreprise qui a de fait un code NAF qui relève du bâtiment, donc il y a une liste officielle. Et on a aussi la définition, quand on entend le caractère artisanal, il y a aussi la taille. On parle de très petites entreprises, en général, on est jusqu'à 10 salariés. Alors, globalement, nous, à la CAPEB Pays de la Loire, parmi nos actions, on anime tout simplement, j'ai oublié de le dire, on organise le salon sur lequel vous êtes, et on est heureux de vous recevoir. On mène aussi une enquête de conjoncture annuelle, et on interroge tous nos adhérents en Pays de la Loire. Et cette enquête qu'on vient de récupérer cette année, elle nous apprend par exemple que l'entreprise artisanale, elle a en moyenne 5,2 salariés. Voilà. Bon. Alors, comme disait Coluche, on n'a pas retrouvé la virgule. On est sur là encore, c'est toujours une moyenne. Un chef d'entreprise de cette entreprise artisanale, il a 47 ans. Et c'est le seul gérant dans les 3/4 des cas. Il a parfois sa conjointe qui travaille dans l'entreprise, mais on lui dit aussi que la conjointe, elle a un métier, elle travaille à l'extérieur de l'entreprise. Donc on a en plus, des fois, une conjointe qui travaille et dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, et cumule 2 emplois. Côté marché, cette entreprise artisanale, elle réalise principalement son chiffre d'affaires sur le marché de la rénovation des logements, 64%. Là, je cite toujours les chiffres de notre enquête annuelle. Et effectivement, elle travaille principalement pour le particulier. Alors, justement, pour illustrer ça, notre entreprise artisanale, j'ai pris l'exemple d'une entreprise de la Charny, qui est en Sarthe, qui est spécialisée en menuiserie agencement. C'est une entreprise qui a 7 ou 8 salariés. Sylvain Loinard avec Annie Giraud, ils sont co-gérants, et ils ont repris en 2014 2 entreprises de menuiserie qui étaient complémentaires. Ils ont gardé l'activité, ils ont gardé les locaux d'une des entreprises, les salariés, et ils ont continué à développer l'activité. Alors c'est le cadre, en termes d'activité, il y a à la fois, donc l'intérêt c'est qu'ils fabriquent, et ce sont des menuisiers qui fabriquent, il y en a encore, qui font des menuiseries, des portes, des fenêtres en bois, avec du vrai bois et des vrais ouvriers qualifiés. Ils interviennent sur du bâti ancien à caractère patrimonial, mais aussi ils ont une activité en marché public. C'est le cas des 2 illustrations. Donc,
le savoir-faire, il est dans l'entreprise, et régulièrement, il y a des jeunes qui rejoignent l'entreprise, des compagnons qui sont en formation en alternance, pour alimenter les compagnons, parce qu'il y en a certains qui partent en retraite. Voilà, c'était un petit peu pour, illustrer l'entreprise artisanale. Alors je disais fragile, agile, effectivement, on voit bien que le chef d'entreprise, là-dedans, je vous ai dit que là, il était co-gérant, mais en général, il est souvent seul. Ça veut dire que le chef d'entreprise, il va cumuler plusieurs métiers. Je dois être en direct avec mes clients, c'est moi qui fais les rendez-vous clientèle, je fais exprimer les besoins, je repère les besoins du client, je vais chiffrer, je fais le devis, hein. Et après, c'est le cas par exemple sur l'entreprise de menuiserie, Sylvain, il va chez le client, il fait exprimer les besoins, il revient au bureau, il fait le chiffrage, le devis, il est accepté, il doit faire des dessins complémentaires, des schémas pour expliquer, c'est bien ça, on se met d'accord, et puis une fois que c'est validé, il fait les plans finaux et ça passe en production. Donc l'entreprise artisanale, le chef d'entreprise, il va chez le client, il chiffre, il dessine, il transmet à ses salariés. Donc il est à la fois gestionnaire, chef d'entreprise, il doit être bon en communication, en management. Donc il est agile parce que c'est lui qui prend toutes les décisions, mais il est fragile parce qu'il doit tout maîtriser. Et justement, la maîtrise des différents enjeux, les enjeux, ils sont de différentes natures. Tout ce qu'il doit affronter, entre guillemets. Ils peuvent être, on va dire, de nature environnementale, ces enjeux. Alors, par exemple, l'urgence climatique fait que le marché de la rénovation énergétique des bâtiments en général est important. Hein. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je citais les chiffres, 64% du chiffre d'affaires de l'entreprise artisanale se fait en rénovation. Effectivement, l'entreprise artisanale est bien placée sur ce marché-là. C'est son gros marché, la rénovation énergétique. Alors, quels sont les enjeux sur ce marché de la rénovation énergétique? On va dire comment gagner, être plus performant. Jusqu'à présent, la compétence, le savoir-faire, il passe par la reconnaissance avec le système RGE, reconnu garant de l'environnement, qui permet aux clients d'avoir des primes. Ce schéma-là, il encourage plutôt ce qu'on appelle un seul geste, c'est-à-dire on va faire des travaux, on va changer les menuiseries, et puis on revient plus tard pour la chaudière, et l'isolation encore après. Les enjeux, là, pour gagner le marché de la rénovation énergétique performante, ça va être de travailler de façon globale. Donc, soit on a toutes les compétences, soit le menuisier, il va travailler avec le chauffagiste, avec l'entreprise qui va faire l'isolation. Donc, soit ils se coordonnent entre eux, soit on doit avoir un opérateur, un accompagnateur qui va un petit peu faire le chef d'orchestre. Les enjeux, c'est donc de passer d'un seul geste à une rénovation globale. L'État nous encourage pour ces performances, ces rénovations globales, avec le déploiement des plateformes territoriales de rénovation énergétique. Et dans ce cas-là, nous, on aide les collectivités qui veulent mettre en place des plateformes à, on va dire, bien parler aux professionnels pour qu'ils adhèrent localement, pour qu'ils soient moteurs de cette politique de rénovation énergétique performante. Un autre enjeu, c'est d'actualité avec la réglementation environnementale 2020, cette fois-ci qui concerne le neuf. Et dans ce cas-là, l'enjeu, c'est de passer de la maîtrise des kilowattheures, ça on l'a bien intégré, on va dire la dimension énergétique, il faut qu'on apprenne à maîtriser le bilan carbone. Donc moi j'ai coutume de dire, on passe du kilowattheure au kilo CO2 équivalent, tout ça au mètre carré. Donc l'entreprise artisanale, il va falloir qu'elle apprenne à intégrer cette dimension carbone, les fiches de données environnementales et sanitaires, les notions d'analyse de cycle de vie. Et tout ça, c'est le bureau d'études qui fait l'étude du projet et qui va lui fournir. Donc il faut qu'il apprenne à bien parler, à comprendre
ce que dit un bureau d'études. La rénovation, le neuf avec la RE2020, on nous dit elle va favoriser les matériaux faiblement émissifs en carbone. C'est pour ça qu'on dit souvent les matériaux biosourcés, les maisons elles seront en bois à l'horizon 2030. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Matériaux biosourcés, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont des matériaux qui stockent justement du carbone. Donc c'est une des réponses. Sauf que pour mettre en œuvre ces matériaux biosourcés, le chanvre, la paille, le bois évidemment, il faut des compétences. Et là, les enjeux, c'est bien de maîtriser ces mises en œuvre de matériaux spécifiques. Et puis, avec des comportements là aussi spécifiques, en termes de migration de vapeur d'eau aussi. Encore un enjeu. L'économie circulaire, j'ai quelques exemples, effectivement. Un des enjeux à venir pour les économies de ressources, c'est le développement de la REP, la responsabilité élargie du producteur. Pour le bâtiment, c'est un peu comme les éco-organismes qui existent déjà dans d'autres domaines pour les matériaux électriques, etc. Donc là, la filière REP, elle doit se mettre en place au 1er janvier 2022. Donc là encore, c'est d'actualité. Les enjeux, c'est d'avoir des solutions accessibles pour les entreprises artisanales. Parce qu'on a eu les premiers textes qui sont sortis, on avait une gratuité, mais à partir de certains volumes. Et ça, c'est pas le quotidien des entreprises qui travaillent sur différents chantiers, qui vont aller à la déchetterie de proximité le soir, ou qui ramènent ça à l'atelier. Hein, c'est mélangé. Donc voilà, là aussi, on travaille sur cette filière REP. Et donc l'exemple, les trois petites illustrations que je donne, c'est par exemple en Mayenne, sur l'économie circulaire, on a une démarche qui vise à favoriser l'emploi des matériaux locaux, en l'occurrence c'est le bois d'œuvre local en Mayenne. Comment on va travailler avec toute la filière, c'est-à-dire faut intéresser évidemment les producteurs, les sylviculteurs, les scieurs, et puis les entreprises qui mettent en œuvre. La vignette du milieu, c'est la CEFPRO, c'est une association qui a été mise en place depuis peut-être bien 15 ans en Vendée et qui fédère l'ensemble de la filière du bâtiment pour favoriser, on va dire, la gestion des déchets. Et puis, à droite, par exemple, vous avez Articonex. Articonex, qui est une start-up qui est en face. Et c'est un artisan qui l'a lancé parce que il avait constaté que sur ces chantiers, il avait des restes, il y avait des erreurs de commande, il y avait des problèmes de commande de fourniture qui étaient refusés par le client, des fois c'est abîmé pendant le transport. Donc voilà, Articonex, c'est une plateforme maintenant qui récupère, on va dire, des restes de chantier qui ne sont pas souillés et qui sont avec une marketplace. Et puis, j'ai mes collègues de la CAPEB Vendée qui travaillent avec les fabricants de menuiserie, puisqu'on a une grosse industrie localement dans les Pays de la Loire, pour favoriser la reprise des menuiseries en fin de vie. Hein, on a un énorme potentiel, mais il faut falloir les gérer. On récupère le verre d'un côté, et qu'est-ce qu'on fait quand on a du bois? Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'alu, ou quand on a du PVC, ou quand on a du mixte? Hein. Donc là, il y a des gros enjeux de réemploi, de démontage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on favorise l'emploi local, l'économie sociale et solidaire. On est sur des emplois qui peuvent être intéressants. Donc voilà le type d'enjeux en termes environnementaux. Sur un volet social, sociétal et économique. Eh bien, l'entreprise artisanale, elle travaille localement. Notre enquête que j'ai déjà citée tout à l'heure, elle nous indique que les entreprises, elles travaillent à 19% dans un rayon maxi de 30 km et 51% dans un rayon entre 30 à 60 km. Hein. Donc 70% des entreprises interrogées, enfin qui ont répondu, elles travaillent à maximum 60 km de chez elles. On est bien sur une activité locale. D'ailleurs, à la CAPEB, on a une démarche qu'on appelle ambassadeur. L'idée, c'est d'avoir des entreprises qui peuvent parler au nom des collègues et qui vont être l'interlocuteur de toutes les Comcom qui se mettent en place et qui se renforcent. Hein. Intercommunalité, merci Juliette. Hein, et voilà, et elle prend toute sa place, les fameuses EPCI
qui, par ailleurs, gère aussi les fameuses plateformes territoriales de rénovation énergétique dont j'ai déjà parlé. Donc là, c'est important d'avoir ces acteurs-là, et d'en face, d'avoir des entreprises artisanales qui expriment leurs spécificités. Donc, entreprise artisanale, acteur du territoire, et qui participe aussi à tout ce qui va être la politique de l'État sur le maintien, le dynamisme des villes de taille moyenne, avec Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. L'idée, c'est vraiment de favoriser la rénovation, la mutation des bâtiments, et éviter de construire trop l'étalement urbain. Là aussi, il y a des lois qui vont limiter ça. Donc là, l'entreprise artisanale qui travaille principalement en réno, elle est bien armée là-dessus. L'inclusion, la démarche inclusive, c'est comme ça que moi je l'appelle, voilà, c'est la notion de maintien à domicile. Là aussi, on a des formations pour aider les entreprises à favoriser les solutions de maintien à domicile. C'est le cas de l'animation qui est juste en face avec confort d'usage, tout simplement. Parce qu'on sait bien que ce sont des enjeux, là encore, sociétaux. Donc, voilà pour les enjeux. La croisée des enjeux, c'était un petit peu ça. Alors maintenant, comment cette entreprise qui est agile, mais avec un chef d'entreprise qui doit savoir tout gérer, comment on fait pour l'aider à s'adapter, comment on lui parle pour qu'elle adhère aux différentes démarches? Il y a des outils et des méthodes. Les outils, évidemment, on a le numérique qui nous aide bien. Et c'est pas parce qu'on est une entreprise artisanale qu'on est forcément arriéré. On sait que notre enquête de conjoncture annuelle, on a le pourcentage, moi je pourrais vous les donner tout à l'heure, on sait qui a un téléphone, évidemment, un site internet, une page Facebook, Menuiserie de la Charlie, justement, que j'ai présenté tout à l'heure. Ils ont un site internet, ils ont une page Facebook, ils équipent leurs salariés d'outils performants. Et je vous ai mis en dessous une petite frise là pour illustrer, c'est, on va dire, aux différentes étapes, alors ils ne sont pas forcément toutes lisibles, aux différentes étapes d'une opération globale de construction ou de rénovation, quels sont les outils, quelles sont les méthodes qui utilisent le numérique. Entre, évidemment, l'image de l'entreprise, j'ai parlé de la page Facebook, par exemple. La programmation, c'est une entreprise, avant même d'aller voir son client, maintenant, avec le site de cadastre, avec Google Earth, elle va avoir quelques idées sur le bâtiment qu'elle va visiter. Elle sait déjà, elle peut prendre des cotes. Elle peut préparer son rendez-vous. Donc, bien identifier la demande du client, l'état des lieux, évidemment, ça va être tout ce qui est les outils numériques qui permettent de faire les relevés, les scans 3D, etc. Là, c'est intéressant toujours. L'évaluation thermique, aussi, ça peut être ça. Une caméra thermique, c'est abordable maintenant. Et on a des entreprises qui s'équipent et qui font les relevés thermiques pour les collègues. Voilà l'apport du numérique, par exemple. En phase de conception, soit on travaille avec des architectes, des bureaux d'études, évidemment. On peut présenter des simulations. On a une entreprise de Mayenne, par exemple, qui était spécialisée dans la salle de bain, qui s'était équipée avec une salle immersive avec de la 3D. Et qui faisait visiter le projet au client. Le client venait dans le showroom et il visualisait avec des lunettes 3D l'aménagement de la salle de bain. On a des gens comme ça qui sont assez pointus. Je vous ai mis aussi une illustration du BIM, la démarche BIM. Alors là, c'est plus compliqué pour les entreprises artisanales d'accéder au BIM. Mais en Bretagne, il y a 2 ans, on a fait une expérimentation. On a travaillé avec des entreprises pour voir dans quelles conditions elles pouvaient répondre à des marchés en BIM. Alors, il ne faut pas que ça soit effectivement trop exigeant. Il y a différentes strates. Mais voilà, à partir du moment où une entreprise essaie gérer ce qu'on appelle un viewer, elle va pouvoir un petit peu voir en 3D le bâtiment. Ça, c'est des outils gratuits. Quand on est un petit peu à l'aise avec l'informatique, on y arrive. Et puis après, ça va être toute la démarche de rendre de façon dématérialisée son offre, et notamment les DOE à la fin. Donc, à partir du moment où on a identifié, on va dire,
des rubriques accessibles aux entreprises du bâtiment, eh bien, ces entreprises-là peuvent répondre à des marchés BIM on va dire, de premier niveau. En termes de réalisation, derrière, toujours le numérique, ben, on va avoir des outils maintenant de relevé, de lever des réserves qui vont permettre voilà, de contrôler les travaux. Et puis, en termes d'exploitation à la fin, eh bien, ben, les entreprises du chauffage, elles sont passées au numérique. Hein, ils utilisent des appareils connectés. Les chaudières, maintenant, elles sont connectées, hein, elles sont pilotées. Et ils expliquent aux clients après comment on peut s'en servir. C'était un petit peu d'illustration pour l'outil numérique qui peut faciliter la vie des entreprises pour répondre aux enjeux. Ensuite, comment on fait? Soit ce sont en termes de méthode, soit ce sont les entreprises qui elles-mêmes ont eu des initiatives et vont chercher leurs collègues, c'était ce que je vous ai dit par rapport à l'exemple d'Articonex, ou alors, pour répondre aux enjeux, eh bien, on va travailler avec les partenaires. Et dans ce cas-là, il faut que les partenaires, ils intègrent, on va dire, le mode de pensée ou de pratique de l'entreprise artisanale. Alors, les conditions de réussite, ça va être de laisser du temps, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'entreprise artisanale, souvent le chef d'entreprise, il est tout seul à tout gérer, faut lui laisser du temps de comprendre, faut lui répéter souvent. Hein. Donc ça c'est pour les partenaires. Vous étonnez pas si ça marche pas du premier coup. Régulièrement, faut revenir. Et nos entreprises, ils nous disent souvent, oui, faut nous répéter. Et à un moment, ça passe. Ça y est, on comprend. Hein. Laisser du temps. La preuve par l'exemple, c'est important que ils écoutent ce que leur disent leurs collègues. Ça marche. Voilà. Donc la preuve par l'exemple. Et puis, donc, quand on a du travail collégial, quand on est pragmatique, on y arrive. Moi, je pense l'année dernière, quand le Covid nous est tombé dessus, bon, toutes les entreprises se sont arrêtées pour des raisons sanitaires. Le client ne voulait pas que les compagnons aillent chez le client. Voilà. Grosso modo, il y a beaucoup d'entreprises qui sont arrêtées 3-4 semaines. La filière, elle a réagi rapidement. Avec l'OPBPTB, on a mis en place un guide qui définissait les conditions pour que l'entreprise reprenne les travaux en sécurité. Pour le client, évidemment, et pour les salariés de l'entreprise, évidemment. Le chef d'entreprise, il ne voulait pas mettre en danger ses salariés. Donc, on a réagi, et là, régulièrement, on a mis à jour ce fameux guide au PBTB, qui est un petit peu devenu notre Bible. Là, ce sont des choses, quand même, par rapport à la filière qu'on dit un peu réfractaire au changement, etc., c'est quand même des choses qui se sont mises en place rapidement, avec les représentants des clients, les maîtres d'œuvre, les architectes. Donc, pour résumer un petit peu, effectivement, l'entreprise est à la croisée des enjeux que j'ai rapidement présentés. Ce sont des enjeux que je résume avec des termes, mais parfois un petit peu contradictoires. L'entreprise artisanale, on lui demande d'être agile, de s'adapter rapidement, d'évoluer, mais en même temps, le fameux en même temps, eh bien, il doit respecter des cadres, des normes, des contraintes administratives, et qui, quand même, globalement, sont de plus en plus contraignants. J'ai oublié de le dire que l'entreprise artisanale, souvent, il a une phobie administrative. Donc effectivement, quand un artisan, on lui dit faut que tu fasses un dossier de référence, ça commence mal. Ici, il le fait, mais ouais. Donc, je suis agile, mais en même temps, on a des cadres de plus en plus déterminés. Pour les matériaux biosourcés, on a ça aussi. On voudrait utiliser des matériaux biosourcés, mais ils ne sont pas normés. Ils sont moins caractérisés, donc c'est compliqué. Une autre dualité, le local contre le global. On l'a vu l'année dernière avec la crise du Covid. Eh bien, voilà. Est-ce que les excès de la mondialisation, on a des fabricants de fenêtres qui ne pouvaient pas finir leurs fenêtres parce qu'il leur manquait de la peinture pour laquer les menuiseries en alu. On a des fabricants de volets roulants qui ne pouvaient pas livrer leurs volets roulants parce qu'il manquait une pièce électronique pour la motorisation. Donc en face de ça, on se dit, si on retournait un peu de bon sens et puis favoriser les démarches locales,
eh bien, on serait moins dépendant. Il y a des produits, c'est sûr qu'on ne sait plus faire. Mais quand même, la démarche, comme j'ai cité par exemple en Mayenne sur le bois d'œuvre, elle peut être mutualisée, elle peut être reproduite. Le traditionnel contre le moderne, enfin contre et le moderne, traditionnel, on l'a vu, l'entreprise artisanale, on est quand même sur un mode, c'est vrai qu'on vient par le métier, CAP, BEP, on va jusqu'à BTS, et souvent le chef d'entreprise, c'est un bon ouvrier qui a créé sa boîte ou qui l'a reprise. On est souvent encore sur le schéma familial, puisque je vous ai dit qu'il y avait quand même souvent la conjointe qui travaillait un petit peu dans l'entreprise. Hein. Donc on est dans la tradition. Par contre, le chef d'entreprise, il faut qu'il se mange en pleine face les nouveaux codes sociétaux. Hein. Et c'est le client, comme le salarié, le nouveau compagnon qui arrive, les jeunes qui arrivent dans les entreprises, c'est pas les mêmes générations. Hein. Il y a plusieurs générations d'écart. Et souvent le salarié dit bon, mon gars, ils sont toujours sur leur portable, etc. Et je dis oui, va falloir faire avec. Hein. C'est pas toi qui va les faire changer. C'est à toi de t'adapter aux jeunes, aux représentations qu'ont les jeunes. Hein. Donc ça, il l'intègre aussi. Voilà, le traditionnel vient contre ou avec le moderne. Il ne faut pas forcément toujours opposer les choses. Hein. Parce que justement, le moderne, il a du bon aussi avec les outils que j'ai développés rapidement, enfin les outils que j'ai évoqués rapidement. Les habitudes et l'urgence, effectivement, l'entreprise artisanale, je vous ai dit, faut que ça mature, ça met du temps. On n'est pas sur de l'industrie. Hein. Souvent, on nous cite l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, elle a fait ses révolutions, etc. Oui, dans le bâtiment, ça va moins vite. Hein. On est sur des entreprises disséminées. Et puis, ça n'empêche que, on se modernise. Alors, un petit conseil, si vous ne parlez pas de préfabrication. Hein, ça hérisse les poils des entreprises. Par contre, si vous parlez de hors-site, ça passe mieux. Hein, on a fait le test. Voilà, donc on intègre ces nouveaux modes, hein, mais il faut du temps pour les accepter. Par contre, effectivement, on a quand même, en termes d'enjeux environnementaux climatiques, on a une urgence. Donc là, faut quand même y aller. Donc c'est notre boulot. Pour faire progresser les performances du bâtiment. En plus, c'est bon pour l'économie. Donc voilà un petit peu ces termes en termes d'enjeux. On les avait sociétaux, environnementaux, et puis j'ai résumé sous ces formes de dualité. Alors justement, vous l'avez très bien fait, Yannick. Qu'est-ce que la CAPEB met en place ? Quelles sont ces actions concrètes? Quels sont les rendez-vous que vous donnez pour justement fédérer les artisans et les informer pour qu'ils puissent faire face à ces enjeux dont vous avez parlé? Effectivement, pour que l'entreprise artisanale, le chef d'entreprise qui est vraiment le décisionnaire, qui n'a pas forcément de R&D chez lui, on l'aide. Alors, concrètement, aujourd'hui, ne serait-ce que ça, sur le stand CAPEB qu'on a, qui est au 5 un peu plus loin, on a fait une animation où on le sensibilise autour des défis de demain, hein, donc sur la RE 2020, sur les matériaux biosourcés. Le souci de l'entreprise artisanale actuellement, elle a du boulot. Hein, elle a des problèmes de prix, de pénurie, de manque de matériaux, mais aussi de manque de main-d'œuvre. Hein. Donc on ne dit pas, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a un manque de main-d'œuvre parce qu'effectivement on en utilise, il y en a, mais il en faudrait plus. Donc effectivement, un des enjeux pour l'aider, c'est aussi la fidélisation des salariés, hein, et puis le recrutement. Ça, c'est nos défis qu'on a sur le centre CAPEB, par exemple, qu'on a illustré. Eh bien, quand on parle d'environnement, quand on parle de bonne ambiance dans l'entreprise, quand on parle de local, on fait de la RSE sans le savoir. Et là, on a une démarche artisan engagé, entreprise responsable, qui a été initiée par la CAPEB, avec des modules, des checklists qui permettent de rapidement se positionner. Et puis après, on a parlé des matériaux biosourcés. On travaille avec l'ADREAL, qui est un représentant de l'État au niveau régional, pour faire des ateliers de sensibilisation auprès des apprentis, dans les CFA, le centre de formation des apprentis. Donc là, on aura des ateliers régulièrement, et on invitera aussi les professionnels à venir au CFA, rencontrer les jeunes, et puis parler de matériaux biosourcés, de paille, de chaux-chanvre.
Sur la RE2020, on va avoir un programme de commande d'information d'ici la fin de l'année dans les CAPEB départementales. On a travaillé avec un bureau d'études pour faire des simulations en maison individuelle, pour voir qu'est-ce qui changeait. Et puis on se rend compte que la RE2020 qui va s'appliquer par étapes en maison individuelle, globalement, on va dire au 1er janvier prochain, il n'y a pas trop d'inquiétude. Par contre, comme les critères vont augmenter régulièrement, eh bien, va falloir se poser des questions et puis voilà, changer quelques habitudes. Et ça, c'est l'étude environnementale du bureau d'études avec qui on a travaillé qui nous le prouve. Sur les matériaux biosourcés, on va avoir des formations aux règles professionnelles en 2022. Et puis par exemple sur le numérique, on a des ateliers régulièrement. Ça peut être sur la réponse aux appels d'offres au marché public, qui est dématérialisée, qui fait peur souvent à l'entreprise artisanale, surtout quand elle a déjà assez de travail par ailleurs. Mais ça peut être aussi sur l'image de l'entreprise, maîtriser les codes. Tout à l'heure, la CAPEB Vendée propose des ateliers pour avoir créé et puis animer un compte Instagram. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de Facebook, là, on passe à Instagram. Donc, ouais, on se rajeunit un petit peu. Et donc, tous ces rendez-vous sont à retrouver sur... Oui. Là, on vient vous voir justement aujourd'hui et jusqu'à demain. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion que le salon est ouvert jusqu'à 21h ce soir. C'est une nocturne. Donc, on ne se précipite pas, on ne rentre pas chez soi. On va directement à la CAPEB pour avoir tous ces rendez-vous. En tout cas, c'est du concret. C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avec un petit peu de public? Non? Bon, en tout cas, merci Yannick Février. Vous avez été très clair dans vos explications et on voit combien l'entreprise artisanale a pas mal de challenges à relever et heureusement que la CAPEB est là pour l'y aider.